Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zoubir Kétani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. De minuit à 1h du matin, Rachida Monsef prête sa voix à des textes, des œuvres algériennes notamment. Prête-moi ta plume est réalisé par Zoubir Kétani. Vous pouvez nous retrouver et nous rejoindre, surtout sur la page Facebook Prête-moi ta plume, et nous serons heureux de partager vos suggestions, vos critiques et vos réflexions. Prête-moi ta plume. Nous lirons quelques pages pour vous, les trop fatigués pour prendre un livre, pour vous, les insomniaques et les oiseaux de nuit, pour vous, les amoureux du verbe. Continuons pour celles et ceux qui le veulent bien cette nouvelle semaine. Prête-moi ta plume. Le cortège partit très vite avant que le soleil ne devint insoutenable. Il remonta l'oued dans un grand piétinement de sabots. La petite mariée étouffait déjà dans ses atours. Le jeu ne l'amusait plus. Son enjouement s'était volatilisé au moment où on l'avait installée sur la mule. C'était donc sérieux. Quand sa monture s'arrêta au milieu d'une salve de coups de feu et d'une envolée de you-you, ses larmes coulaient. Avant de la descendre de son perchoir, on jeta sur sa tête des poignées de dattes et de dragées que des gamins aguerris à la bousculade s'empressèrent de ramasser entre les pattes de la mule en piaillant de bonheur. On plaçait ainsi sa venue sous le double signe de la douceur et de l'abondance. De nouveau, des bras robustes lui entourèrent la taille. Elle fut transportée au gynécée comme un paquet fragile. Prête-moi ta plume. Un jeune mâle de la tribu, de préférence le frère de l'époux, viendrait ensuite lui nouer sa première ceinture, la ceinture virginale, et lui donner un bon coup de poing entre les deux omoplates, conformément à la tradition, sans doute pour lui signifier qu'elle a intérêt à se tenir tranquille. Son mari, qu'elle n'a jamais vu, ne se présenterait que le lendemain, à la tombée du jour, dans la demi-pénombre d'une pièce retirée. Il apparaîtrait en tapinois, chauve-souris dans son burnous, et elle serait si réellement impressionnée qu'elle n'aurait même pas à jouer la comédie de la peur. Prête-moi ta plume. Ma mère eut de bons rapports avec son mari au scandale de ses beaux-parents, pour qui elle n'était rien d'autre qu'une servante acquise pour quelques robes, un mouton, 2 ou 3 pots de beurre, un sac de grains. Pour la déprécier aux yeux de son époux, la belle-mère l'accusait de tous les péchés imaginables, la gourmandise, la paresse, le vol, etc. Elle allait jusqu'à la rosser. Quand ma mère s'était mariée, elle n'était pas encore en âge d'observer le carême. La belle-mère en était furieuse. Pour forcer sa bru à jeûner, elle scellait ou mettait sous clé tout ce qui pouvait se manger. Ma pauvre mère dut déployer infiniment d'ingéniosité
pour ne pas mourir d'inanition. Malgré l'aisance matérielle de la famille, la belle-mère veillait à confiner sa bru dans une sous-alimentation chronique. De plus, elle l'affectait aux tâches les plus éreintantes, celles que ses propres filles devaient éviter. Ce qui a le plus épuisé ma mère, c'est le barattage du lait. L'outre était volumineuse, et son agitation requérait des bras musclés et un puissant souffle. Ma mère en a gardé un triste souvenir. L'outre. Oui, c'est l'outre, la maudite, qui m'a ravi ma force. Elle m'a brisé la poitrine. Ah, la païenne, la vieille de la géhenne, qu'est-ce qu'elle ne m'a pas fait subir. Elle me disait « Allez, baratte, baratte, si tu ne veux pas que je casse mon tisonnier sur ton échine. Crois-tu, misérable, que nous te nourrissons pour que tu te croises les jambes? Baratte, baratte !» Et moi, les larmes sous les paupières, j'agitais. Non, je ne peux pas lui pardonner. Et même si je lui pardonne, le Très-Haut, lui, ne lui pardonnera pas. Prête-moi ta plume. De son homme, par contre, ma mère a conservé un bon souvenir. Elle n'en parlait que dans des termes élogieux, à peine voilés d'un halo de pudeur, pour ne pas nous désobliger, nous, les enfants de son second mari. Elle ne le nommait jamais. Elle disait tout simplement « le père des filles », et nous comprenions de qui il s'agissait. En présence de mon père, elle s'abstenait, bien entendu, de toute évocation. S'il ne l'avait pas toujours défendue contre les rigueurs de la belle-mère, il ne l'avait jamais accablée. Il la traitait avec égard. Il était plein de prévenance pour elle. Ma mère se rappelle le jour où il lui avait fait boire de la bière dans l'espoir d'activer sa lactation qui était alors au plus bas. « Mais alors tu as péché, maman, lui disions-nous, soucieux de son salut. » Elle riait et nous répondait que, pour visiter l'enfer, un petit verre ne suffit pas. Le père des filles lui avait également montré comment utiliser le fusil pour se défendre le cas échéant contre les djinns, les bêtes et les bandits. Il mourut, assassiné par un tueur à gages, un jour qu'il revenait d'un souk lointain, où il était allé écouler son grain, et qu'il s'attardait auprès d'une source à faire boire ses mulets. On supposa que l'assassin était à la solde de cousins jaloux et vindicatifs, qui le soupçonnaient d'avoir trempé dans le meurtre d'un de leurs frères. La vendetta dans la tribu était pratique courante. Prête-moi ta plume. Ma mère devait avoir 25 ans. Elle avait 2 fillettes. Son chagrin fut profond, car elle savait qu'elle allait de nouveau se marier, et elle ne pouvait espérer garder avec elle ses enfants. La femme veuve, divorcée ou vierge, n'a pas de droit à faire prévaloir. Elle se pliera à la volonté de ses tuteurs mâles, épousera l'homme qu'ils lui choisiront. Ma mère eut un peu de chance, car mon père, à qui sa défunte femme avait laissé 4 enfants, était pleinement disposé à accueillir les 2 fillettes. « Quand il y a à manger pour 4, il y en a pour 6, a-t-il répondu aux avocats du diable qui cherchaient à l'en dissuader. Les frères de ma mère l'avaient remercié, mais avaient demandé la garde de l'aîné chez eux. Ma mère, quoique meurtrie à l'idée de la séparation, n'éprouva pas moins un sentiment de soulagement. Car si elle commettait l'erreur de prendre avec elle ses 2 filles, ses anciens beaux-parents ne tarderaient pas à se manifester pour lui réclamer l'aîné en avançant des arguments spécieux d'honneur et de dignité.
Ils accepteraient que la fille restât chez ses oncles, mais en aucune façon qu'elle fût prise en charge par le mari de sa mère, un étranger. La deuxième fille était trop jeune pour être l'objet d'une revendication. Prête-moi ta plume. Dans la maison vétuste de mon père, soutenue alors en son mi-temps par une poutre de bois, ma mère trouva un peu de repos, mais aussi de nouveaux problèmes. Ici, ni belle-mère sur le dos, ni troupeau à traire, ni écurie à balayer, ni outre à agiter, mais il y avait les enfants de son mari. Si elle n'eut pas de problème avec mes deux grandes sœurs, qui ne tardèrent pas à aller habiter chez leurs époux, tandis que la plus jeune mourait de maladie, les frictions et les disputes furent monnaie courante avec le garçon. Ma mère pensait qu'il était manipulé de l'extérieur par quelques voisines jalouses d'elle et par sa propre tante maternelle chez qui il couchait. Ma mère essayait de le prendre par le sentiment en lui rappelant qu'il devait la respecter, l'aimer comme sa défunte mère, puisque c'était elle qui l'avait élevé. À son arrivée, elle l'avait trouvé dans les langes. Le bon Dieu est témoin que je me suis occupée de lui comme s'il était sorti de mon propre ventre. Mon frère ne se départissait pas de ses sarcasmes. Il faisait tourner ma mère en bourrique, en lui tirant la langue et en lui donnant le doigt ou l'avant-bras et parfois en lui montrant le couteau. Ma mère se plaignait de lui à mon père, qui le corrigeait magistralement. La tante et les voisines, qui n'aimaient pas la marâtre, le prenaient chez elle et le consolaient en évoquant le souvenir de sa mère morte. Ah, si la défunte était encore de ce monde, elle ne t'aurait pas laissé battre comme un orphelin. Mon frère, gonflé de ressentiment, demeurait chez la tante, parfaitement choyé et dorloté, et ne réapparaissait à la maison paternelle que pour s'opposer de nouveau à ma mère. Bien qu'il n'arrêtât pas de me tourmenter pour faire râler ma mère, j'avais une grande admiration pour lui. Il était toujours élégamment vêtu, et jusqu'à un âge fort tardif, il porta une boucle d'oreille, une espèce de fétiche pour conjurer la mort. Il faisait de fréquents séjours à Sétif, chez sa sœur mariée, et à son retour au village, ses camarades l'appelaient le Sétifien. Il me fabriquait des bateaux, des chapeaux et des cocottes en papier, m'apprenait à boxer et à donner l'estocade avec une épée de bois. Il m'emmenait au hammam, et en chemin, s'amusait à me faire peur en disparaissant soudainement dans les ravins ou derrière les rochers, en grognant comme une bête. Prête-moi ta plume. C'était l'hommage de Rabh Belamri à sa mère. Prête-moi ta plume. Arracher toutes les pages de mon livre d'histoire, courir sous les orages pour noyer mon regard, danser toutes les nuits, marcher dans la lumière, brûler les interdits, repousser les frontières. Franchir les océans, les sommets les plus hauts, me vider de mon sang, m'emplir de sang nouveau. Il me faudra du temps
faudra du temps, des avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Refaire 100 fois ce monde où tu n'existes pas. Refaire 100 fois ce monde et me tromper 100 fois, 100 fois. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos vies. Il me faudra du temps, des avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos cris. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Sûrement plus de temps qu'il ne m'en reste ici. Ainsi la femme. Ainsi la femme. Prête-moi ta plume. La femme est debout, les jambes écartées flageolantes, le visage congestionné, les mains crispées autour de la corde de chanvre qui tombe du plafond. Elle n'a qu'une chemise sur le corps, relevée jusqu'au sein. Des spasmes parcourent par intermittence son ventre proéminent, tendu et lisse. « Mais pousse donc, tête de mule, pousse si tu veux qu'il descende. Il n'a pas les roulettes pour glisser. » Les vieilles rassemblées autour de la femme, provisoirement transformée en accoucheuse, la tensent à tour de rôle. Il y a des femmes qui sont restées enceintes toute leur vie. L'enfant n'ayant pas été expulsé au moment opportun s'est assoupi et puis ne s'est plus donné la peine de se réveiller. Voilà pourquoi on dit que telle ou telle femme a un endormi dans le ventre. La femme âne. Elle transpire. C'est bon signe, disent les vieilles. Elle fait un ultime effort. Une ombre inquiétante passe devant ses yeux. Elle crie, elle se contorsionne de douleur. « Ça vient !» disent les vieilles de plus en plus agitées. « Ça vient, ça vient !» Les traits de la femme se détendent, son corps s'affaisse lentement. Les vieilles retournent le bébé, lui ouvrent un peu les jambes et jettent un coup d'œil inquisiteur sur le minuscule sexe avant de le tâter de leurs doigts fripés pour en fixer avec certitude la nature. « Mais ce n'est qu'une femelle, ma pauvre fille. Il n'y avait pas de quoi faire tant de chichi. Tu nous as fatigués pour rien. » Si la femme en est à sa 3e ou 4e fille, cette nouvelle tombera comme un coup de massue. Elle se fermera sur elle-même, comme une tortue effrayée, versera des larmes d'amertume et maudira le bébé. Que d'époux ne sont-ils pas devenus polygames,
poussée par le désir d'avoir un mâle pour perpétuer la graine des ancêtres. « Mais non, ma fille, ne larmoie pas comme ça. C'est mauvais, ça peut porter malheur à l'enfant. C'est Dieu qui l'a donné. C'est après tout une créature humaine. Puisqu'elle est là, elle est là. Ne la maudis pas comme ça, n'y est pour rien, elle. Nous n'allons tout de même pas lui mettre un bout de bois entre les jambes pour te faire plaisir, ni l'enterrer vivante comme faisaient les Djouhala autrefois. Elle est là, elle est là. Ce qui compte à présent, c'est de l'élever d'une main de fer. La femelle, si vous lâchez la bride, Dieu seul sait ce qu'elle est capable de faire. C'est ainsi, les femmes. Si, au contraire, c'est un garçon qui montre le bout du pénis, la joie dans la maison est à son comble. Les vieilles se le passent en disant « Bsmlé, bsmlé, bsmlé ». Elles le tapotent délicatement, lançant des you-you, dorlotent la mère, portent la bonne nouvelle au père, le maître d'œuvre. « Mobrouk, Mobrouk, Mobrouk !» Celui-ci se précipitera sur son fusil de chasse, s'il en a un, et saluera l'événement par un baroud d'honneur. On égorgera ensuite une ou deux volailles et on préparera une grosse marmite de haïch, couscous à gros grains noyés dans une sauce vermeille fortement épicée. Toute la famille s'en régalera et on en distribuera des assiettées. C'est le barouk. La couchée fera l'objet de soins particuliers. On lui choisira les meilleurs morceaux de poulet et on la gavera de sponge, gros beignets aux œufs saupoudrés de sucre pour qu'elle retrouve très vite des couleurs. Prête-moi ta plume. Rabih Belhamri, on arrive à l'histoire de sa naissance. Et cette nouvelle, il l'a nommée « De la Ziza au Zizi ». Prête-moi ta plume. Je suis le premier garçon de ma mère, et j'imagine parfaitement son bonheur quand la vieille Hjila, la petite perdrix, berbère, rose et maflue, chargée de m'accueillir et de me couper les amarres à l'aide d'un canif acheté à un colporteur, lui annonça la nature de mon sexe. J'étais chétif, mais qu'importe, je descendais avec le Pérou entre les jambes. Ma mère disait qu'elle s'attendait un peu à me voir naître sous cette forme-là. Elle m'avait rencontré en rêve, non en chair et en os, mais sous l'aspect d'une faucille d'or, dotée d'un manche noir et rabougri, ce qui la troubla beaucoup dans son sommeil et à son réveil. J'aurais vraisemblablement un garçon. Une faucille, ça ne peut être que ça. Oui, par Allah, j'aurai un garçon. Et puis, il sera brillant comme l'or, mon garçon. Mais ce qui me travaille le cœur, c'est ce manche si bizarre. Il ne me rassure guère avec son aspect. Voilà ce que je me suis dit le lendemain à mon réveil. J'ai dit aussi « Ouvre bien les yeux, ma sœur. Veille bien sur la santé de ton fils. Il aura des ennuis de ce côté-là. Attention, attention. Dès ta venue, j'ai eu des craintes pour ta santé, mon enfant. Le manche noir et rabougri de la faucille d'or. Son image, je l'avais entre les yeux. Et quand, à l'âge d'1 mois, ton petit corps s'est recouvert de boutons rouges, j'ai dit « Le voilà, le manche !» Et je me suis mise à implorer le Seigneur parce que tu refusais d'ouvrir les yeux. J'avais peur. J'ai forcé, je te les ai entr'ouverts. Ils étaient blancs comme le lait de la brebis. Ah, le manche, c'est donc ça. J'étais affolée. Mais les gens d'expérience m'ont dit « Il n'y a pas de quoi. Verse à ton fils sur la pupille quelques gouttes d'huile, ça le fera hurler, bien entendu, mais ses prunelles auront la limpidité de la source. » J'ai suivi le conseil, et c'était vrai.
Tes yeux étaient redevenus aussi transparents que l'eau de la source du conteur. J'étais contente. J'ai dit, c'est fini avec le manche. Le présage du malheur est enterré. J'étais naïve. J'ignorais que 15 ans plus tard, tu les perdrais tous les deux, tes jolis yeux, et que des miens couleraient des torrents intarissables. Le mauvais œil frappant dans l'œil, c'est dur. Ta mère, lorsqu'elle voit quelque chose en rêve, approche-la de ton oreille et écoute. La chose viendra tôt ou tard. Seulement, le rêve charrie le pire et le meilleur. C'est comme la vie. Prête-moi ta plume. Je suis née l'année du beau, c'est-à-dire l'année où sévissait le rationnement alimentaire. Le bon de rationnement alimentaire. Les seins maternels étaient secs, et l'on dut me sustenter de biscuits. Chaque fois que je me mettais à pleurer, ma mère en fractionnait un. Elle humectait les petits morceaux avec un peu d'eau ou une goutte de lait providentiel et me les fourrait d'autorité dans la bouche, les poussant doucement de son doigt au fond de mon palais. Elle fredonnait la chanson des Crève-la-Faim et j'avalais tout, sagement. Elle m'envoyait aussi de temps en temps boire un coup chez tante Alja qui, paradoxalement, était excédentaire en lait. N'ayant pas eu le bonheur de tirer quotidiennement sur le sein maternel, mon sevrage ne posa aucun problème. Ma mère n'eut pas à enduire le bout de ses seins de résine, de piquant ou de je ne sais quelle saleté amère à laquelle les mères recouraient pour détourner leurs nourrissons du sein et leur en donner le dégoût à jamais. Je fus donc sevrée précocement, et ma génitrice en tira quelque fierté. Elle disait à ses voisines, dont les bébés de ma génération tiraient encore sur le sein, que j'aurais la tête légère, ce qui est un compliment en notre langue, et que je serais intelligent, tandis que leurs enfants, à force de s'empiffrer de lait, auraient un crâne lourd, dur, imperméable au savoir. Pour vérifier la force de mon caractère, ma constance, mon abnégation, ma mère exhibait son sein et le balançait devant mes yeux en me susurrant des paroles de provocation du genre « Alors, voilà la Ziza de Moma. Tu ne l'aimes plus, hein, la Ziza de Moma. Elle est pleine de bon lait. Tant pis pour toi, mon papillon. » Je louchai un instant tristement sur la Ziza, puis je fermai les paupières en signe de refus. « Va, petite mère, n'essaye pas de faire semblant. Tu sais bien qu'il n'y a rien à siroter dans ta Ziza. » Prête-moi ta plume. Ma mère me langeait une fois le matin, une fois le soir et parfois davantage. Mes langes avaient été découpés dans de vieilles robes. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, telle est la devise de ma mère, résumée à l'occidental. Ma mère prenait place auprès du canon, l'endroit le moins exposé au courant d'air, allongeait les jambes en rail et m'installait dessus sur le dos. Elle moignait avec de l'huile d'olive, me saupoudrait avec des poudres végétales, parfois carrément avec du thon, comme du cuir, m'étirait consciencieusement les membres, puis m'enroulait patiemment dans mes chiffons, et enfin, pour faire tenir le paquet, me ficelait avec application des orteils aux épaules comme un saucisson à l'aide d'un long mat, un cordon en poil de chèvre. Quand je me trouvais parfaitement langée, j'avais l'air d'une quenouille. On dit qu'il ne faut pas hésiter de serrer. C'est, paraît-il, la meilleure façon de langer.
Allez vous étonner après ce régime d'avoir les épaules en forme de croissant et la cage thoracique semblable à une coque de navire renversée. Je donnais énormément de mal à ma mère car je voulais vivre. Je disais non à la camisole de force, non à la momification prématurée. Aussi ingénieux que fut mon empaquetage, je le défaisais comme rien. Il faut dire que les brimborions qu'elle avait agrafés à mon costume y étaient pour quelque chose. Ils me fascinaient. J'avais plaisir à les toucher. On dénombrait plusieurs talismans couverts de cuir de gazelle, un bout de plomb, une main de Fatma et 2 petits sachets contenant l'un du harmel et l'autre de la poudre à canon, le tout me bardant la poitrine, fixé par des épingles à nourrice. On eût dit que je revenais de la Grande Guerre. Que de citations! Ma devanture était tellement encombrée que j'en portais également par derrière. On ne sait jamais, hein, les jeans sont si traîtres, 2 précautions valent mieux qu'une. Prête-moi ta plume. Ma mère veillait constamment sur ma santé. J'avais 3 mois. Elle me passa 7 fois sous le ventre d'une ânesse, celle du meunier qui était docile et coopérante, afin de m'immuniser contre la coqueluche. Mais je ne sais quoi manqua à la formule de vaccination. Un geste, un verset coranique, une prière. Quand la coqueluche chanta, quelques semaines plus tard, dans les parages, je l'attrapais comme tous les enfants. Les gens d'expérience qui avaient réponse à tout conseillèrent à ma mère de me faire boire du lait de bourrique. Un remède énergique sans bavure, ajoutèrent-elles, pour dissiper les hésitations maternelles. Non que ma mère eût des doutes sur l'efficacité de la potion, les gens d'expérience se trompent rarement, mais elle craignait que la médication n'atteignît mon intelligence et mon comportement. Non, merci, je ne veux pas que mon fils devienne stupide et entêté comme une bourrique. Je le soignerai avec de l'huile arabe vieille de 5 ans et le masserai au coin du feu. Ma mère attendait avec impatience la sortie de ma première dent. Il est vrai que la matière première manquait. J'avais intérêt à avoir de quoi me défendre. Aussi avais-je à peine 5 mois qu'elle m'entrouvrait la bouche à la manière d'un dentiste et scrutait mon intérieur, index à l'appui. Quoique cette inspection ne fût pas de bon aloi, je fermais les yeux et ne disais mot. C'était ma génitrice, après tout, et elle avait bien un droit de regard sur ma petite cuisine biologique. Mais si seulement il n'y avait eu qu'elle pour fourrager de la sorte dans mon palais, croiriez-vous? Toute la parentèle s'y était mise avec le même plaisir. On eût dit la chasse au trésor. « Youpi, la voilà, la mignonne, je la tiens. Oh merde, c'est seulement un durcissement de la gencive. Allez, ouvre bien ta bibouche et laisse-moi chercher de l'autre côté. Ce n'est pas possible. Rien non plus ici. Ah, tu te fais prier, mon petit bandit. Si tu ne les pousses pas, je te les tirerai avec des tenailles. » Je gigotais et je chialais tant que je pouvais, mais les barbares riaient et persévéraient sadiquement dans leur dégoûtante investigation qui finissait par me faire dégurgiter mes entrailles sur leurs doigts malpropres. Tant pis pour eux. Si j'avais eu de quoi, je les aurais par surcroît mordus pour leur apprendre à respecter l'enfance. Enfin, on sentit ma première dent venir et l'on me ficha la paix. Ma mère célébra l'apparition par un gros cherchem, blé bouilli, dont on m'enfourcha 2 cuillerées à café, malgré mes véhémentes protestations. Avant d'en distribuer aux voisins des louchers et d'avaler le reste en famille, en me faisant « gouiche, gouiche » pour m'arracher un sourire de complicité.
Prête-moi ta plume. Au terme de ma première année, ma mère me lava un jour de pied en cap, me drapa dans une longue robe à carreaux, m'embrassa en me souhaitant bonne route et me campa à califourchon sur le dos de ma sœur qui m'emmena au marché où mon père tenait boutique. On disait « aller au filège ». Mon père et ses collègues me firent un accueil explosif. Ils m'embrassèrent, me firent sauter sur leurs genoux, sur les comptoirs, sur les plateaux des Roberval, me tirèrent l'oreille, le nez et le pénis, m'appelèrent Monsieur l'homme, le fils du vieux, me gavèrent de fruits, me mirent dans le creux de la main quelques doros avant de me reconfier à mon père. Et il était temps, car malgré toute leur prévenance, je commençais à me lasser de tous ces bonhommes dont les barbes n'étaient pas de velours. Mon père m'acheta des bonbons, m'honora d'une chéchia neuve écarlate, qu'il m'enfonça jusqu'aux oreilles pour que je ne la perdisse pas en chemin, et m'installa sur ma monture à 2 pattes. À mon retour à la maison, ma mère me fit fête, et elle n'arrêta plus de me flatter de l'après-midi. « Ahlili, oh, ma veine, mon bonheur! Les hommes ont grandi! Ils sont devenus des hommes! Ils ont été au filège, ils ont fait le sourd comme des hommes! Ahlili, oh, ma veine, mon bonheur! » Le soir, un couscous bien garni célébra ma première apparition dans le fief des mâles. Prête-moi ta plume. Voisinage. Les visites entre ma mère et ses voisines étaient quotidiennes. Elles se passaient en dehors de tout protocole. On allait voir sa voisine pour le plaisir, pour un service, une mesure de sucre, de café, de semoule ou de piment rouge moulu, une gousse d'ail, un oignon, une tomate, une bobine de laine, quelques doros pour compléter le prix d'un foulard ou de tout autre article qu'on aimerait acquérir lors du passage du colporteur. Les visites de pur loisir avaient généralement lieu dans l'après-midi à l'heure du café. « Bonjour, tante, comment va la situation ? Je vais déguster le café avec toi. »« Eh bien, puisque tu t'invites, sois la bienvenue. Le café beau. » Et tout en buvant le café, assises par terre, les jambes croisées sous leurs robes déployées, elles se confiaient leurs peines, leurs secrets, leurs joies, ou échangeaient des informations nécrologiques, matrimoniales, militaires. Elles étaient au courant de tout, quoique claquemurées dans leur maison, et les maris peu loquaces en milieu conjugal selon la tradition n'en revenaient pas d'avoir des femmes si bien informées. Ils les appelaient d'ailleurs le téléphone sans fil. La voisine, pour la voisine, servait à tout. On allait ensemble au hammam, au dispensaire, à la mission, sur le tombeau d'un marabout vénéré, chez la voyante, et on faisait appel à elle pour être assistée dans quelques gros travail ménager, pour l'allaitement des enfants en cas de tarissement mammaire, ou encore pour enlever à un colporteur un article à moitié prix. Prête-moi ta plume. Avant la guerre, ma mère, mes sœurs et les voisines organisaient régulièrement, dans les premiers jours du printemps, des parties de koura, un jeu traditionnel exclusivement féminin et campagnard qui tenait un peu du hockey, dans la mesure où il consistait à disputer à l'aide de grands bâtons une balle, en l'occurrence une boîte de conserve vide qu'il importait de conduire jusqu'à un trou creusé à même la terre. Les parties se déroulaient dans les espaces libres entre les maisons, totalement à l'abri des regards indiscrets et réprobateurs des passants. Elles étaient caractérisées par des mêlées indescriptibles.
Les femmes couraient, sautaient sur place pour éviter les coups de bâton, tombaient en série comme des quilles, riaient, perdaient leur foulard, hurlaient, poussaient des cris perçants quand elles recevaient un mauvais coup. Elles s'en sortaient, essoufflées, les reins brisés et les chevilles endolories, mais heureuses, car le jeu de Kura possède la magique vertu de les mettre à l'abri des courbatures et des lumbagos pour toute l'année. Prête-moi ta plume. Entre ma mère et quelques voisines, des cadeaux étaient continuellement échangés afin de perpétuer la flamme de l'amitié, ou plus exactement d'obliger l'autre. Si nous recevions par exemple une volumineuse outre de lait de la maison de l'oncle, ma mère en distribuait des tasses autour d'elle. Il en allait de même quand nous cueillions les pommes, les prunes et les figues de notre jardin. Cet échange de cadeaux est le plus sûr baromètre des relations entre voisines. Comme les rapports humains, il est sujet à des fluctuations marquées et varie en volume et en périodicité. S'il est fréquent et bien fourni, l'amitié et la complicité entre les femmes est au plus haut degré. S'il est raisonnable et régulier, tout va bien sans plus. S'il est parcimonieux et de surcroît espacé, c'est bien le signe d'un refroidissement dont la courbe d'évolution est encore mystérieuse. Et si l'échange est arrêté, les ponts sont définitivement coupés. Aucune femme n'est en bons termes avec l'ensemble de ses voisines, tant s'en faut. Il se crée des amitiés sincères, certes, qui résistent à l'usure du temps, mais aussi des alliances excessives et exclusives qu'un rien délira un jour. Des inimitiés sournoises qui couvrent des années sous des airs mielleux. Des hostilités franches qui, au moindre prétexte, explosent en dispute. Le dictionnaire des injures, où les femmes puisent pour alimenter les joutes oratoires qu'elles se livrent périodiquement par l'entrebâillement des portes ou par-dessus les murs mitoyens, est riche en allégories. L'autre devient par la magie du verbe un scorpion jaune si elle est un peu palote, un crabe si elle ne va pas droit au but, une grenouille si elle a tant soit peu les yeux exorbités, un hibou si elle louche, un lézard si elle a le teint olivâtre, une sauterelle si elle a des membres grêles, une mule si elle est bréhaigne, un caméléon tata si elle change facilement d'alliance. Elle peut facilement devenir l'avion jaune ou la mansarde, expression née de la guerre. C'est toute la vieille sournoise et enjôleuse qui a joué plus d'un tour aux princes et aux princesses dans les contes, la refroidie, c'est-à-dire la tuberculeuse, pour peu qu'on l'ait entendue tousser de bizarres façons. Si l'on n'a pas l'amour des métaphores, on utilise tout crûment les épithètes. La jalouse, la gourmande, la stérile, la feignante, la malpropre, etc., etc., etc. Prête-moi ta plume. 9 fois sur 10, des escarmouches d'enfants sont à l'origine de ces prises de bec cinglantes qui ameutent tout un quartier et inspirent aux passants des réflexions misogynes du genre « Ces femmes, pour qu'elles se tiennent tranquilles, il leur faut le gourdin, ont dit les anciens. » Chaque maman, campée dans sa position de combattante résolue, s'ingénie à innocenter son enfant chéri, l'ange qui n'a jamais fait de mal à personne, tout en accablant l'enfant de la voisine, l'insupportable, le diable, le djinn.
Espèce de scorpion jaune! Si je mettais la main sur ton buzz, je te l'écartellerais comme ça, tu entends? Face de caméléon, comme ça, une jambe à droite, une jambe à gauche. Touche-le, si tu es une femme, refroidie, va. Il frappe le premier, porte plainte avant moi, comme dit le dicton. C'est tout à fait ça. Heureusement que la grand-mère a tout vu. C'est ton buzz qui a mordu mon gosse le premier. Ha, ha, ha. Sa grand-mère a tout vu. C'est comme l'histoire du matou. Quelle rigolade! Vous entendez, mes sœurs? On a dit au chat, quel est ton témoin? Il a répondu, ma queue. Le ton peut dangereusement monter. L'escalade verbale atteindre son paroxysme et se transformer en corps à corps si toutefois certaines conditions sont réunies, telles que la proximité des protagonistes, un terrain de combat à l'abri des regards des passants et la certitude que l'un des maris ne surviendra pas dans l'immédiat. Dans les querelles avec ses voisins, la vieille Hedda, la femme la plus truculente du quartier, pour intimider son adversaire, recourait à des méthodes que la morale publique réprouvait, mais qu'on lui passait à elle en raison de son âge et de sa popularité. Elle retroussait tout bonnement ses jupes et offrait le spectacle de son intimité cotonneuse en criant « Voilà !» C'est l'injure la plus grave qu'on puisse adresser à une personne. Si les adultes baissent pudiquement les yeux en simulant la surdité, les garnements, ravis de la vision fantastique, se trémoussent. Le soir, de retour au foyer, les hommes mis au fait de la dispute par des voisins scandalisés ou par leurs propres enfants administrent une raclée mémorable à leurs femmes pour leur rappeler qu'elles ne doivent jamais faire d'éclat, ni se donner en spectacle, ni faire honte à leurs maris, qui triment à longueur de journée pour les faire vivre. Si les gamins, les premiers responsables de l'amorce de la dispute, ne tardent pas à se réconcilier autour de leur jeu commun, les mères rumineront des mois, voire des années, leur ressentiment en se jetant au hasard des rencontres des regards torves et assassins. Et pourtant, le prophète a recommandé aux croyants de bien traiter son voisin. Votre voisin est l'égal de votre frère, a-t-il dit en substance. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume. Arracher toutes les pages de mon livre d'histoire, courir sous les orages pour noyer mon regard, danser toutes les nuits, marcher dans la lumière, brûler les interdits, repousser les frontières.
avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Refaire 100 fois ce monde où tu n'existes pas. Refaire 100 fois ce monde et me tromper 100 fois, 100 fois. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos cris. Il me faudra du temps, des avions, des bateaux. Il me faudra du temps pour oublier ta peau. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Longtemps, 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 pour oublier nos cris. Il me faudra du temps pour renaître à la vie. Sûrement plus de temps qu'il ne m'en reste ici. Prête-moi ta plume. وانا اللي ضليت ننساك وننسى جراحي، نودع ذكراك والحلم البعد. وانا اللي ضليت ننساك وننسى جراحي، نودع ذكراك والحلم البعد. أيام وأوام صدفة تلاقينا، كلام جمعت في الفم والعين الشانة. خزرت عينيك ساعدت عذابي، بس ما تشفايفك حلت جراحي. بس ما تشفايفك حلت جراحي. بس ما شفايفك حلت جراحي. وانا اللي ضليت ننساك وننسى جراحي، نودع ذكراك والحلم الباقي. وانا اللي ضليت ننساك وننسى جراحي، نودع ذكراك والحلم الباقي. مضت ايام واعوام صدفة تلاقينا، كلام جمد في الفم والعين الشانة. خزرت عينيك ساعدت عذابي، بسمة شفايفك حلت جراحي. خزرت عينيك ساعدت عذابي وحلت جراحي. بسمة شفايفك حلت جراحي، بسمة شفايفك حلت جراحي. خليت
ومشيت طريقي. قلت لي كان عمره لا